C'est hier tard dans la soirée que le médiateur de la CEDEAO pour le Mali a terminé son entretien avec le président de la transition. Goodluck Jonathan, en séjour au Mali, rencontre toutes les parties prenantes au processus électoral. Avec le colonel Assimi Goïta, les échanges ont été fructueux puisque l'émissaire de la CEDEAO salue le travail abattu pour le retour à une vie constitutionnelle normale. Le premier salon des investisseurs pour l'énergie au Mali se termine sur de bonnes notes. Les partenaires de EDM SA ont annoncé, tenez-vous bien, le financement intégral des projets présentés au salon. Garibou Pérou nous en dira plus dans cette édition. Bamako, plaque tournante des rendez-vous d'envergure. Cette fois-ci, ce sont les juristes, fiscalistes et les professionnels de l'administration publique, tous membres de l'EADA, qui se réunissent ici en terre malienne. Ceci dans le cadre des rencontres internationales de l'intégration par le droit. La messe du livre et de la lecture bat son plein depuis hier mardi à Bamako et ce jusqu'au 25 février. Il s'agit de la rentrée littéraire édition 2023. Pour cette 15e édition, les organisateurs ont choisi le thème « Décloisonner l'Afrique ». Alpha Maïga était à la cérémonie de lancement. Bonsoir et bienvenue aux informations. Commençons par la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Je reçois sur ce plateau Ibrahima Djombele. Ibrahima, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, c'est avec plaisir que je suis là avec vous, Nyanya. Et moi aussi, plaisir partagé. C'est à vous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous. On commence par le chapitre des mesures législatives et réglementaire. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'hôpital d'instruction des armées. Depuis une décennie, notre pays est confronté à une guerre asymétrique contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier. Cette crise sécuritaire sans précédent a permis de mettre en évidence l'état d'impréparation opérationnelle du soutien sanitaire des forces armées malienne. La direction centrale du service de santé des armées, qui a pour mission de participer au développement sanitaire du pays en général et d'assurer le soutien sanitaire des forces armées, fait constamment face aux afflux massifs des blessés de guerre. Cette direction assure sur le théâtre des opérations et sur les zones sinistrées la mise en place de soutien sanitaire pour les forces armées maliennes et pour toute la population vivant dans ces zones. L'organisation de ce soutien en temps de guerre commence depuis la blessure du combattant ou de tout autre ami sur le front pour s'achever au niveau de l'hôpital militaire en passant par les postes médicaux avancés et les hôpitaux de campagne. La direction centrale du service de santé des armées, dans le cadre de la mise en place du soutien sanitaire, ne dispose pas d'hôpital militaire, maillon essentiel de la chaîne de soutien de santé des forces. L'inexistence de telles structures sanitaires amène à orienter les blessés vers les centres hospitaliers universitaires civils qui, malgré leur assistance, répondent difficilement aux dispositifs sécuritaires lors de leur prise en charge. Pour faire face à ces insuffisances, les projets de texte adoptés créent l'hôpital d'instruction des armées qui sera une structure sanitaire polyvalente de troisième référence. La création de cet hôpital permettra d'améliorer le pronostic vital des blessés de guerre par la réduction du temps d'évacuation, d'assurer la continuité des soins, de mettre à disposition en post-conflit une expertise avérée dans la gestion du stress post-traumatique et des séquelles de blessures des militaires, de diminuer les évacuations sanitaires à l'extérieur. Elle contribuera également à l'amélioration des conditions de prise en charge socio-sanitaire de la population. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. La crise que notre pays connaît depuis 2012 a démontré la fragilité de son outil de défense. Sa gestion a permis d'établir le constat d'un manque de coordination des forces engagées et sur le théâtre des opérations. Il est donc apparu nécessaire d'adopter notre outil de défense et de sécurité au nouveau contexte de guerre asymétrique à laquelle notre pays fait face. C'est dans ce cadre que la police nationale et de la protection civile ont été militarisées
militarisée à travers l'adoption de la loi numéro 2022-037 du 27 octobre 2022. Cette militarisation appelle à plus d'engagement des fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile avec les forces de défense, entre lesquelles il doit y avoir une très bonne coordination des actions sur le terrain dans le cadre de l'exécution de missions conjointe. Le projet de décret adopté crée l'école d'état-major des forces de sécurité en vue d'assurer la formation des officiers des forces de sécurité et de défense. Sa création contribuera entre autres au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, à une meilleure coordination des forces au cours des différentes opérations, à l'éclosion d'une vision malienne des enjeux de défense et de sécurité, au renforcement de la conscience stratégique et des cadres civils et militaires de l'État, à l'adaptation des besoins des formations pour les cadres militaires, paramilitaires et civils à nos réalités et à l'impact de l'environnement stratégique sur notre pays. Sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la nouvelle compagnie malienne de textile N. Comatex. La compagnie malienne des textiles est une société d'État créée par la loi numéro 68-33 DLRM du 14 juin 1968 avec pour objet la fabrication des tissus, toiles et filets à partir du coton et d'autres fibres. Son capital social est de 1,5 milliard de francs CFA. Sur la base d'une convention signée le 30 octobre 1993, le gouvernement a ouvert le capital social de la compagnie à la société China National Overseas Engineering, qui détient 80% des actions, soit 1,2 milliard de francs CFA, et l'État du Mali 20%, soit 300 millions de francs CFA. La convention signée avec le partenaire chinois détermine les conditions générales, économiques, administratives, financières, fiscales, douanières et sociales dans lesquelles la société exerce ses activités. Les statuts de la compagnie malienne de textile sous forme de société anonyme ont été adoptés lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2000. La compagnie malienne de textile est confrontée depuis longtemps à des tensions de trésorerie dues au vieillissement des équipements, à la non-maîtrise des charges d'exploitation et à la concurrence des tissus importés. Cette situation a conduit au surendettement de la société et à la détérioration de sa situation financière. Au regard de cette situation, le conseil d'administration et l'Assemblée général de la Comatex SA a demandé en 2018 la liquidation de la société. Dans le souci de préserver les emplois du personnel et compte tenu de la position stratégique de la société pour le développement économique du pays, le gouvernement de la République du Mali a opté pour le redressement judiciaire et a adopté un plan de relance dont la mise en œuvre doit aboutir à la reprise des activités de production. Les projets de texte sont adoptés dans ce cadre. Ils créent la société d'État constituée sous forme de société anonyme dénommée Nouvelle Compagnie Malienne de Textile avec l'État comme unique actionnaire et approuve ses statuts. Un projet de décret portant approbation des statuts de l'usine malienne de produits pharmaceutiques UMPP. Le gouvernement, dans sa politique de relance de certaines entreprises stratégiques pour le développement économique du pays, a approuvé un conseil des ministres du 18 novembre 2022 le plan de relance de l'usine malienne de produits pharmaceutiques, tout en décidant de revenir sur l'ouverture du capital. Ce plan est élaboré pour faire face aux difficultés de l'UMPP-SA et relancer les activités de production à travers la réalisation des actions prioritaires ci-après. La modification des statuts, le maintien de la continuité de la production, la modernisation des chaînes de production par la création d'une nouvelle unité. Dans la mise en œuvre du plan de relance, il est apparu nécessaire de prendre une mesure législative permettant à l'État de rester l'unique actionnaire de la société. En outre, pour permettre à l'usine malienne de produits pharmaceutiques de répondre efficacement aux exigences du plan de relance, il est impératif de modifier les statuts de 1992. Cette modification répond aux besoins de la mise en harmonie avec les dispositions de l'acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Le présent projet de décret est adopté. Dans ce cadre, il vise à organiser le fonctionnement de la société en définissant l'ensemble des règles juridiques qui régissent d'une part, les rapports entre les parties prenantes au sein de l'actionnariat unique et d'autre part, les rapports à l'égard des tierces. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, c'est le www.sdg-mali.ml, et dans le journal L'Essor au chapitre des communications. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Nyanya Aliou Traoré, à vous. Merci beaucoup, Ibrahima Djomele. Nous allons rester à Koulouba et c'est hier tard dans la soirée que Goodluck Jonathan a terminé son entretien avec le président de la transition, avec le colonel Assimi Goïta. Les échanges ont été fructueux puisque l'émissaire de la CEDEAO salue le travail abattu par les autorités de la transition dans l'atteinte des objectifs fixés par le processus enclenché. On l'écoute au micro de Dougoufana Traoré et de Idrissa Traoré. Nous avons dit au président que nous avons apprécié l'évolution du processus en cours, et notamment par la mise en place de l'EDGE, que nous avons salué et nous avons félicité le président de la République et toutes les autorités maliennes pour la mise en place de cet organe qui est très important pour la gestion des élections à venir. Nous avons également apprécié pour les électeurs la validation d'une carte biométrique qui va servir de carte d'électeur pour tous les Maliens. À vrai dire, il est très difficile de pouvoir, durant ce processus de transition, réussir tous les défis à 100%. Mais la conversation que nous avons eue avec le président de la transition, nous pensons que ça fera partie des conversations finales que nous aurons avec le président de la transition du Mali, étant donné que les élections sont pour 2024. Nous parlons des sanctions, mais nous pensons que nous allons pouvoir continuer à travailler avec les autorités de la transition afin de voir le bout du tunnel. Et cela va nous permettre à nous aussi de nous faire entendre auprès des autorités de la CEDEAO afin qu'ils puissent revoir leur copie pour des sanctions qui sont imposées au Mali aujourd'hui. It was imposed just on Mali. Koulouba reçoit un marcheur hors pair. Il s'agit du deuxième dans le genre. Ibrahima Cissé, c'est son nom, lui a fait le trajet Mali-Burkina Faso à pied pour apporter un message de paix aux autorités du Faso. De retour de Ouagadougou, il est venu faire le compte-rendu de son déplacement au président de la transition. Ibrahima Cissé, à sa sortie d'audience, invite chaque Malien à s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme et le retour de la stabilité dans notre zone. On l'écoute au micro de Mamari Kouni. Ça m'a pris 21 jours. Je suis quitté ici à Bamako le 26 décembre et je suis arrivé à Ouaga le 15 janvier. Je les ai apportés, c'est un message de paix. Comment on peut faire pour travailler ensemble sur tous les domaines. Par rapport, d'abord, c'est à l'armée. Comment nos deux armées vont unir leurs forces pour faire un méga force pour combattre le terrorisme. Voilà ce qui était comme mon message que j'avais apporté au Burkinabé. Bon, alhamdoulilah, Dieu merci, quand même, vous tous, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Même s'il n'y a pas une fédération, mais déjà qu'il y a un certain rapprochement entre nos deux armées. C'est ça qui était notre message principal. Je salue d'abord tout le monde et j'appelle tout le monde. Il ne s'agit pas seulement d'être militaire pour combattre les terroristes. Chacun peut combattre à son niveau. Chacun. Il y a d'autres qui peuvent te donner les renseignements. Il y a d'autres qui peuvent signaler quelque chose. Quand tu vois quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, tu peux signaler à nos autorités. Donc chacun de nous peut faire quelque chose. Donc voilà le message que je lance vraiment aux Maliens, aux Burkinabés et aux Guinéens.
Les acteurs impliqués dans le processus électoral dans les États sahélo-sahariens sont en conclave ici à Bamako. C'est à la faveur d'un séminaire international organisé par l'École de maintien de la paix à Lyon-Blandembe, et ce pour 3 jours. Sorona Kamisoko pour le compte-rendu. Dans un processus démocratique, les élections libres et transparentes constituent l'épine dorsale. Le contraire peut conduire à la déstabilisation, voire la destruction d'un pays. C'est pour anticiper cette situation dans les États sahélo-sahariens que se tient ce séminaire international. Il convient alors de se pencher sérieusement sur la situation référentielle contemporaine des conflits et crises politiques liées aux élections d'une part, et d'autre part d'analyser dans leur pluralité les principaux éléments déclencheurs des dits conflits et crises politiques. Ce séminaire de haut niveau constitue une tribune de dialogue et de réflexion autour des enjeux liés aux élections. La volonté commune est de faire des rendez-vous électoraux un facteur de stabilisation et de bonne gouvernance dans les pays du Sahel. En vue de la crise multidimensionnelle qui est aujourd'hui éprouvée par plusieurs pays de la bande sahélo-saharienne, il me paraît judicieux d'échanger sur les défis, enjeux et perspectives de la gouvernance électorale en temps de crise, afin d'augmenter la compréhension des causes profondes. Il ne s'agit pas ici de faire le procès de la démocratie ou du pluralisme politique. Il s'agira plutôt de mettre en exergue les tares de notre gouvernance électorale qui nous ont conduit à une transition politique. L'objectif principal de ce séminaire est de contribuer à la compréhension de la prévention et de la gestion des crises post-électorales dans les pays du Sahel. Nous espérons vivement que les échanges et les débats permettront d'atteindre ces objectifs. La rencontre de Bamako, qui s'étend sur 3 jours, doit aboutir à l'élaboration d'un mémorandum de bonnes pratiques et de recommandations. La finalité est de mutualiser les initiatives de prévention et de gestion des conflits électoraux dans l'espace sahélo-saharien. Le premier salon des investisseurs pour l'énergie au Mali se termine sur de bonnes notes. Les partenaires de EDM-SA ont annoncé, tenez-vous bien, le financement intégral des projets présentés au salon. Le salon, je vous le rappelle, se fixait comme objectif de mobiliser 580 milliards de francs CFA au compte de EDM-SA. Les ministres en charge de l'énergie et celui des finances et leurs homologues guinéens ont co-présidé la cérémonie de clôture. Garibou Pérou nous fait le point. Le premier salon des investisseurs pour l'énergie au Mali avait tablé sur 580 milliards de francs CFA de la part des investisseurs et partenaires techniques et financiers. D'équation en équation, les partenaires de EDM-SA, à l'issue de 2 jours de travaux, annoncent les chiffres avec virgule. Les différents projets qui ont été présentés dans les secteurs de la production, du transport et de la distribution portaient sur plus d'une vingtaine de projets. Et l'ensemble de ces projets a au moins une manifestation d'intérêt par rapport à un investisseur. Nous avons la FENEM qui a déjà annoncé les chiffres par rapport aux 50 milliards qu'ils peuvent apporter avec leurs différentes sociétés ou entre 10 partenaires pour accompagner le secteur. Donc on a 50 milliards aujourd'hui sur les 580 qui étaient chargés. 50 milliards de francs CFA sur les 580, ça pose toujours problème. Optimistes, les panélistes aboutissent aux recommandations suivantes. Améliorer le climat des affaires pour diminuer, entre autres, les charges sur les entreprises et attirer les investisseurs dans ce secteur. Renforcer et étendre le réseau de transport et de distribution pour plus d'accès des populations à l'électricité. L'invité spécial du salon est le ministre de l'Énergie de la République de Guinée. Il rappelle que le Mali et la Guinée nourrissent des ambitions dans le secteur de l'énergie. Le mix énergétique au Mali, je sais que même si ce n'est pas dit de façon ouverte, vous avez également tenu compte de la possible interconnexion avec le FOMI une fois réalisée. Les 2 membres du gouvernement qui ont co-présidé les travaux de clôture du salon notent avec satisfaction. Ce sont 5 projets de production, 10 projets de transport et 8 projets de distribution qui ont été présentés aux investisseurs par les services techniques dans 34 stands d'exposition. Le département des mines, de l'énergie et de l'eau note avec satisfaction les différentes recommandations ici de ces salons et s'engage
à examiner leur faisabilité en rapport avec tous les départements ministériels et structures concernées. Nous vous assurons que le gouvernement restera mobilisé pour soutenir tous les efforts et tous les acteurs de ce secteur. Pour EDM qui coûte 2250 milliards de francs CFA. Donc nos partenaires viennent d'indiquer leur intention de participer pour environ 586 milliards, ce qui signifie que le ministre de l'économie et des finances a le reste à faire. Et je m'engage. Satisfaire les besoins énergétiques du pays en quantité, en qualité et à moindre coût est désormais le défi à relever pour le développement socio-économique de notre pays. Bamako, décidément, la plaque tournante des rendez-vous d'envergure. Cette fois-ci, ce sont les juristes, fiscalistes et les professionnels de l'administration publique, tous membres de Douada, qui se réunissent ici en terre malienne. Ceci dans le cadre des rencontres internationales de l'intégration par le droit. Fademba Keïta nous en parle. Cette édition des rencontres internationales de l'intégration par le droit, IRIP Bamako, est un espace de réflexion sur la rédaction des contrats miniers, la formation adaptée sur les droits miniers. Nos travaux vont réfléchir sur les solutions à proposer à nos États, de sorte que l'exploitation minière puisse se faire dans un cadre gagnant-gagnant, que l'investisseur gagne, que l'État gagne, tout en prenant en compte l'intérêt des populations riveraines appelées les populations affectées. Occasion pour ces juristes et fiscalistes de l'OADA de suivre des présentations sur les potentialités du Mali, mais aussi sur les jeux et enjeux d'ingénierie juridique en Afrique. Il s'agit dans un premier temps de comprendre la scène minière juridique, c'est ma première respiration, le jeu, et les perspectives pour l'Afrique, c'est ma deuxième respiration, les enjeux. Un premier élément se dégage, la rareté des compétences africaines dans ce secteur. Le Mali tire l'essentiel de ses ressources de l'exploitation industrielle aurifère qui représente 6% de son PIB, produit intérieur brut. Ce qui le place au 3e rang de pays africains producteurs d'or. Il est donc normal que le processus de négociation des contrats et surtout leur rédaction, par la technicité qu'elle requiert, en raison des clauses à y insérer, mobilise des techniciens rompus aux arcanes des contrats d'affaires. Le président du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, reçoit des sénateurs américains en visite au Mali. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été évoquées et les deux parties entendent booster davantage les relations entre nos deux pays. Boubacar Kanouté. Le sénateur américain Danomir pour parler du développement, de l'éducation autant de volets, surtout le business, avec les membres du secteur privé malien à travers l'ère fêtière du Conseil national du patronat du Mali. C'est une marque d'amitié envers le Mali que des sénateurs se déplacent pour venir discuter directement avec les autorités maliennes, mais aussi avec la société civile malienne et le monde de l'entreprise malien, pour, disons, se faire une idée sur le terrain de la situation du pays, la conduite de la transition, des perspectives de stabilisation du Mali, aussi bien sur le plan sécuritaire que politique, des possibilités d'échange économique entre le monde économique américain et le monde économique malien. Ce nouveau départ permet de renforcer l'axe Bamako-Washington, déjà fructueux. Nous sommes très contents d'avoir une délégation qui vient du Sénat américain, qui sont ici pour voir une nouvelle manière de s'engager avec les Mali et de nouvelles opportunités avec les Maliens. Les États-Unis sont engagés au Mali depuis des années. Ils sont dans beaucoup de domaines comme l'énergie verte, comme les énergies renouvelables. Ils ont engagé près de 200 millions de dollars pour supporter l'économie malienne. Les deux parties s'engagent à se retrouver dans un plus bref délai toujours pour parler des affaires.
La Chambre de commerce et d'industrie du Mali vient d'organiser une journée d'information et de sensibilisation à l'intention des interprofessions et autres exportateurs sur les mesures non tarifaires. Cette rencontre vise à faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans les pays de la zone CEDEAO. D'autres détails, c'est avec Mariam Kone. La libre circulation des personnes et des biens peine à être effective dans les pays de la CEDEAO, malgré les efforts consentis par les chefs d'État de l'organisation sous-régionale. Elle est toujours entravée par des pratiques anormales. On peut citer entre autres des barrières physiques non réglementées, des prélèvements illicites, des rackets, des retards dans le transport des marchandises. Nous estimons que le démantèlement des barrières non tarifaires, la formation et la sensibilisation des acteurs économiques sont les conditions sine qua non de l'intégration politique et économique tant souhaitée par les chefs d'État de l'Union. C'est dans le but donc d'informer et sensibiliser les interprofessions et autres exportateurs sur les mesures non tarifaires que cette rencontre a été initiée. On a signé des conventions, donc il faudrait les respecter. On le dit, mais jusqu'à présent, pour circuler d'un État à un autre, c'est un problème. Je ne parle même pas des marchandises, mais les personnes pour circuler, c'est un problème. En partenariat avec le Centre de commerce international, nous avons une plateforme qu'on appelle le MAOC, c'est-à-dire le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce. C'est une plateforme qui permet à un opérateur économique de rapporter un obstacle à partir des cordons douaniers, à partir des frontières, rapporter un obstacle. Alors, une fois l'obstacle rapporté, le point focal au niveau de la Chambre de commerce reçoit aussitôt l'information. Et il y a des points focaux au niveau des services techniques de l'État, à la douane, à la DGCC, aux impôts, etc. Alors, il s'agit pour ces points focaux de voir si d'abord l'obstacle fait partie des mesures non tarifaires. Si tel est le cas, aussitôt sa hiérarchie est saisie et l'obstacle est résolu. À l'issue des discussions, les participants se sont montrés confiants quant à la levée progressive de tous les obstacles qui freinent l'intégration économique au niveau de la sous-région. À Kayes, en première région, un chèque géant de 10 millions de francs CFA remis aux commerçants sinistrés de l'incendie survenu le 5 février dernier. Le geste est de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et par la même occasion, les autorités de la transition, par le biais du gouverneur de la région de Kayes, ont remis aussi à leur tour 2 millions de francs CFA en guise de soutien aux femmes victimes de ces sinistres. Benoro Fofana, Lassana Keita, correspondance. C'est dans le malheur qu'on reconnaît ses meilleurs amis. Une délégation de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali vient de confirmer cette citation en remettant au gouverneur un chèque géant de 10 millions de francs CFA pour soutenir les victimes de l'incendie qui a ravagé le marché Sourakasougouni, situé en plein cœur du grand marché de Kayes, il y a de cela 2 semaines. Lorsqu'il a été expliqué que le marché de Kayes a été incendié, les opérateurs économiques entourés avec le président intérieur ont décidé de nous dépêcher aujourd'hui pour venir faire le constat. Le président, par intérim, vraiment, c'est les gestes qu'il a fait, vraiment, ça ne nous a pas surpris. Nous sommes très très contents. Ça montre qu'il pense beaucoup au secteur privé, aux opérateurs économiques de Kayes. Le chef de l'exécutif régional n'est pas resté insensible à ce sinistre. Il a remis à son tour, au nom du personnel du gouvernorat de la cité des Rails, la somme de 2 millions de francs CFA en espèces aux femmes commerçantes victimes de cet incendie. C'est en guise de solidarité que le gouvernement de Kayes a aussi contribué cette petite aide à l'endroit de ces braves dames qui se réveillent tous les jours pour aller au marché, pour aller vendre des légumes ou encore quand même des articles afin de venir contribuer au bonheur de leurs enfants, au bonheur de la famille. Suite à cet incendie, une commission de suivi composée de toutes les organisations fêtières a été mise en place. Elle a pour mission de recenser toutes les victimes, réfléchir et proposer des solutions en vue d'éviter d'autres cas d'incendie, entre autres. 11e session du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, APEX. Occasion pour les administrateurs de se pencher sur les voies et moyens pour l'APEX de mobiliser des financements assez conséquents qui lui permettront de mettre en œuvre son plan d'action qui est celui d'organiser et d'encadrer les exportations des produits maliens. Mamadou Fani.
L'évolution de la situation économique nationale et internationale reste particulièrement difficile et l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, APEX, a été fortement touchée avec le ralentissement des exportations. Le programme d'activité de l'année 2022 a été réalisé avec 81,81%, malgré les sanctions injustes, inhumaines de la CEDEAO, avec une faible mobilisation de 15%. L'année 2023, on peut noter l'élaboration de l'étude d'impact des Kodaba, la réalisation d'un plan de mobilisation de ressources pour le fonds d'appui à l'exploitation. Il y aura l'organisation de la première édition du premier salon international de l'exploitation du Mali, le CIEM, prévu le 23 octobre. En 2023, l'APEX s'appuie sur un budget en hausse par rapport à 2022. Au titre de l'année 2023, les prévisions des ressources globales de l'APEX Mali s'élèvent à 429 179 000 francs CFA, financés par la subvention de l'État et les ressources propres, soit une augmentation à saluer de 77,78% par rapport au crédit notifié en 2022. Cette 11e session du conseil d'administration de l'APEX marque ainsi la volonté de sa direction de donner de nouvelles orientations pour l'exportation au Mali à travers l'organisation d'une série d'activités des biens et des services du Mali, l'organisation de la nuit de l'exportateur, désormais dénommée la journée de l'exportateur du Mali. En 4e région, conseil d'administration de l'Agence de développement régional ADR de Ségou, Fousseini Samaki pour les détails. L'Agence de développement régional de Ségou a réalisé ses plans d'action 2022 à hauteur de 92%. Cette information a été partagée au cours de la 8e session de son conseil d'administration. Les membres ont également planché sur le budget prévisionnel 2023 chiffré à 407 736 880 francs CFA. Nous avons assisté 44 collectifs de la région dans l'élaboration des outils de planification, comme les PDSEC, les plans triennaux d'appui technique, les plans de sécurité alimentaire et nutritionnelle, les plans de modulation des ressources financières, etc. Nous avons également assisté les collectivités, au nombre de 93 au niveau de la région, à organiser et animer les restitutions publiques. Bon, en 2023, il s'agit de consolider les acquis qu'on a pu obtenir en 2022. Les actions menées par l'ADR sont appréciées par les populations de la 4e région. L'ADR a eu à faire beaucoup d'interventions auprès des collectivités en les appuyant dans leurs matières qui sont les compétences transférées à celles-ci, en les appuyant beaucoup et aussi en les aidant à la recherche des partenaires. Notons que l'ADR a pour mission essentielle l'accompagnement des collectivités locales dans la planification et la réalisation des activités de développement, la mobilisation des ressources et la construction des infrastructures au service des populations. Les administrateurs de l'hôpital du Mali tiennent leur 21e session ordinaire, occasion d'analyser les acquis et faiblesses de la structure. Koumba Sissé, reportage. En 2022, l'hôpital du Mali a réalisé la plupart de ses activités programmées. C'est le constat fait par les administrateurs. Pour preuve, le budget prévisionnel de la même année, fixé à plus de 4,315 milliards de francs CFA, la structure a pu mobiliser une somme de plus de 6,374 millions de nos francs. C'est au cours de la 21e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital du Mali que ces informations ont été données. 52 063 nouvelles consultations, soit sur une prévision de 45 388. 6 744 hospitalisations sur une prévision de 6 665, soit 101%. 1689 interventions chirurgicales sur une prévision de 1458, soit 116%. L'hôpital du Mali est confronté à quelques défis liés aux équipements et aux infrastructures. Depuis l'ouverture jusqu'à maintenant, on n'a que les mêmes équipements, les scanners et l'IRM et les équipements d'imagerie, d'autres examens d'imagerie médicale. Donc ces équipements sont obsolètes et tombent très fréquemment en panne. En plus de cela aussi, nous n'avons que le même nombre
de box de consultation depuis l'ouverture jusqu'à maintenant, alors que le nombre de médecins a doublé ou soit triplé et les gens n'ont pas de plage pour consulter. En 2023, le projet de budget de l'hôpital du Mali est arrêté en dépenses et en recettes à la somme de 5 milliards 207 millions de francs CFA. Une somme qui permettra à la structure de réaliser ses activités programmées. Dépistage et diagnostic précoce des cancers du col utérin et du sein, c'est le thème choisi par la Société malienne de pathologie pour cette 17e journée franco-africaine. On en sait plus avec Fanta Mama Nientao. Cette journée a été l'occasion idéale pour la Société malienne de pathologie et ses partenaires de sensibiliser la population sur les cancers du col utérin et du sein. Les anatopathologistes font le diagnostic des lésions, que ce soit les cancers, que ce soit les lésions inflammatoires ou les lésions dues à des mutations génétiques. C'est pour montrer à la population que les anatopathologistes font ces diagnostics-là pour permettre aux autres médecins, pour établir un traitement en fonction des résultats que les anatopathologistes donnent. En plus de montrer l'importance de l'anatomie pathologique, on va aussi faire un accent particulier sur le dépistage des cancers du col et le dépistage des cancers du sein. Selon le secrétaire général de la société, les traitements de ces deux maladies sont faciles quand elles sont diagnostiquées à temps. Ces journées constituent un challenge pour nous parce que les cancers de la femme, à savoir les cancers du col de l'utérus et du sein, constituent aujourd'hui un problème de santé publique. C'est une pathologie qu'on peut prévenir, qu'on peut traiter. Mais quand la femme n'est pas vue tôt, en ce moment, les complications sont mortelles. La deuxième journée sera consacrée aux habitants de Sibi pour des dépistages et des traitements immédiats. Le mouvement Sentinelle Mali Koura et ses partenaires viennent de tenir à Nioro du Sahel une journée de consultation gratuite avec don de médicaments. Une opération voulue par les responsables de l'entreprise Bajalo SARR, un fils du terroir de Nioro du Sahel, le compte-rendu de Moussa Diakité. Ces journées de consultation médicale gratuite et de don de médicaments qui ont mobilisé une vingtaine de spécialistes se situe dans un cadre purement humanitaire. L'objectif de cette action humanitaire, c'est d'abord une solidarité avec le peuple de Nioro sur leurs demandes. C'est quand les populations nous ont vus sur les réseaux qu'ils nous ont contactés pour venir ici. Nous sommes venus accompagner le CCRF. 3 jours durant, ces agents ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous savons combien de malades nous référons sur Bamako à cause du manque de spécialistes. Et aujourd'hui, ce vide vraiment est comblé. Nous avons des cardiologues, nous avons des neurologues, des pédiatres cliniciens et des pédiatres chirurgiens. Vous avez vu déjà concomitamment à la consultation derrière moi, il y a 2 blocs déjà qui sont en train de fonctionner. Ça peut donner des résultats qu'un mois de travail d'une structure ne peut pas donner. Donc c'est ça le plus important. Que ce soit la consultation, les médicaments, les interventions chirurgicales, tout est gratuit. C'est une action humanitaire comme on l'a dit. L'équipe a enfin procédé à des dons de médicaments, de quoi soulager les populations de la région. Il nous amène directement à faire le point Covid de ce 22 février 2023. 17 cas positifs, 10 guéris, 0 décès. 73 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Littérature, la messe du livre et de la lecture bat son plein depuis hier mardi à Bamako et ce jusqu'au 25 février. Il s'agit de la rentrée littéraire, édition 2023. Pour cette 15e édition, les organisateurs ont choisi le thème « Décloisonner l'Afrique ». 28 pays du monde prennent part au rendez-vous de Bamako. À la clé, le prix Yambo Wologem. Alpha Maïga était à la cérémonie de lancement des portages. La rentrée littéraire du Mali respecte sa tradition. 2023 va essayer, selon son thème, de décloisonner l'Afrique avec un important lot d'ouvrages et leurs auteurs. Le choix de ces thèmes qui combinent réalité tangible et intangible n'est pas anodin. L'Afrique est le berceau de l'humanité et de civilisations anciennes. Et pourtant, le monde de la littérature est catégorique. L'Afrique demeure cloisonnée et écartelée. D'où la particularité
de cette édition. Particularité, c'est que nous avons décidé d'organiser le premier forum des manifestations littéraires en Afrique. Vous avez des responsables de manifestations littéraires de différentes parties du continent qui sont venus pour débattre de comment améliorer la circulation des livres en Afrique. Bamako 2023, 5 jours durant, avec sa littérature exposée dans les universités, les lycées et les grandes écoles et autres instituts, s'efforcera pour que les routes du récit ne continuent plus de reproduire les chemins triangulaires légués aux Africains pour se parler, s'écrire, se raconter. La rentrée littéraire 2023 sera donc question de frontières, qu'elles soient tracées dans l'espace ou l'imaginaire, de leur fabrication et de leur déconstruction. Le prix Yambo Wologem, d'une valeur de 2 millions. La datation du nom de cet écrivain à un prix littéraire traduit non seulement la reconnaissance de l'État, de la valeur de l'homme, de l'œuvre par lui accomplie, mais tout simplement un devoir de réhabilitation et un esprit de justice. Au cœur de cette 15e édition, les auteurs de différentes régions du continent, dont la mise en conservation défie le caractère absolu des frontières linguistes. Traduire pour dialoguer et produire, faire circuler plus pour mieux se raconter musicalement. N'est-ce pas, c'est là aussi décloisonner l'Afrique, Alpha Maïga. La 7e édition du Festival international Soniké est en cours présentement à Nouakchott en Mauritanie. L'événement est présidé par le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Le thème du FISO 2023 a trait à la valorisation de la langue soniké. Les délégations de 15 pays sont présentes. Nos envoyés spéciaux en Mauritanie sont Djeli Marandiabaté et Fousseini Tunkara. Suivons ce reportage abattu par le travail. Suivons le reportage sur le travail abattu par la commission langue du FISO. Autour de cette table, les membres de la commission langue du Festival international culturel Soniké, composé de 6 pays. Cette commission s'est réunie à chaque édition du FISO. La tâche à elle assignée est l'harmonisation de l'écriture Soniké. Le soninké fait partie des langues d'enseignement, comme médium d'enseignement dans les pays. Donc notre souhait, c'est de voir les mêmes termes utilisés par les 6 pays et la diaspora en vue de nous faciliter l'élaboration des documents. Au Mali, par exemple, nous on dit tché, en Mauritanie ils disent tcha. Après, il y a 2 phonèmes, c'est-à-dire 2 lettres qui posaient problème, qui sont le gne et le nge. Mais nous sommes compris, sur ces 2 lettres-là aussi, il n'y a plus de problème à ce niveau. Spécifiquement pour ces rendez-vous de Nouakchott, la commission porte la réflexion sur les recommandations de l'édition précédente de FISO tenue à Banjul en 2020. C'est les difficultés que chaque association rencontre. Nous les projetons et nous débattons pour avoir un consensus. Et quand il y a le consensus maintenant, nous obligeons les gens à respecter l'orthographe qui a été adoptée. Nous avons fait ce long trajet pour pouvoir montrer à tout le monde, à tous les Soniké, que les femmes jouent un rôle très important dans ce festival. Et surtout, nous qui sommes peut-être de la diaspora, essayer de promouvoir la langue Soniké à nos enfants qui sont nés à l'extérieur. Ces linguistes Soniké de divers horizons sont chargés de faire la restitution des recommandations retenues à l'issue des travaux au niveau de leurs pays respectifs. La cérémonie d'ouverture dans nos éditions de demain avec nos envoyés spéciaux. À présent, suivons les brèves nationales avec Bokari Coulibaly. Elles sont dominées par la tenue de l'Assemblée générale du mouvement Génération Engagée, la célébration de la Journée internationale de l'aviation, ainsi que la rencontre entre le président et les coordinations communales du mouvement Benkan du district de Bamako. Tenue de l'Assemblée générale extraordinaire du mouvement dénommé Génération Engagée, l'examen du rapport d'activité, du rapport financier ainsi que l'élaboration du plan d'action de l'organisation étaient au menu de la rencontre. L'année écoulée a été riche en expériences positives, grâce aux nombreuses actions menées en faveur de nos populations et aux adhésions massives de nos concitoyens nous ayant permis d'atteindre à date un nombre de 1357 adhérents.
Le mouvement politique Convergence 2023 s'agrandit. Il a enregistré l'adhésion de l'association Al-Farouk. C'est une vingtaine d'associations de femmes qui ont décidé aujourd'hui d'aller avec la Convergence 2023 pour un Mali meilleur. On va œuvrer dans ce sens-là, surtout pour le bonheur du Malien et des Maliennes. Les coordinations communales du mouvement Benkan ou Pacte citoyen du district de Bamako à la rencontre de leur président. Au centre des échanges, la bonne gouvernance. Aujourd'hui, ce que nous visons, c'est un Mali prospère. Un Mali où la gouvernance vertueuse est au cœur et de mise. Cela ne peut se faire que s'ils arrivent à approcher toutes les composantes de la société malienne. L'Union des jeunes pour l'émergence du Mali devient désormais une ONG. C'est là afin de diversifier son champ d'action pour une prise en charge des couches défavorisées. Il est important de regrouper les différents partenaires et institutions étatiques qui nous ont aidés depuis qu'on était une association, de le faire, le rapport de tout ce que nous avons pu réaliser. L'Agence nationale de l'aviation civile sensibilise dans le cadre de la Journée internationale des victimes d'accidents d'aviation. Célébrée le 20 février de chaque année, la journée a été marquée au Mali par la projection de films d'accidents. Les victimes d'accidents d'avion ont besoin de compassion et surtout d'assistance. C'est pourquoi l'OACI, lors de ses sessions et résolutions, a examiné les questions de l'assistanat aux victimes d'aviation et à leurs familles. Reconnaissant ainsi que sa politique devait faire en sorte que leur bien-être mental, physique et spirituel soit pris en compte. Et nous avons ces communiqués avant de boucler ce journal suite au saccage des locaux de la Maison de la Presse. Les partis Parina, ANCD, Mali, PSP apportent leur soutien indéfectible à la presse et invitent les autorités à traduire les commanditaires devant la justice. Production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, le consul général du Mali à Djeddah, Rayoum d'Arabie Saoudite, informe la communauté malienne établie dans la circonscription de Djeddah que les séances d'enrôlement de mise à jour des données biométriques du NINA ont lieu tous les jours ouvrables de 9h à 15h au consulat général et ce jusqu'au 31 mars. L'opération concerne les personnes enrôlées au RAVEC de 2009 à 2015. Les intéressés doivent se présenter munis de leur carte NINA ou de leur fiche descriptive individuelle. Et puis, l'ambassade du Mali à Rome informe également la communauté malienne vivant dans sa juridiction que les opérations de mise à jour des compatriotes enrôlés de 2009 à 2015 et des nouveaux majeurs s'y déroulent à l'ambassade jusqu'au 31 mars 2023, du lundi au jeudi de 9h30 à 16h. Ce journal est terminé. Merci à tous nos téléspectateurs à travers le monde, particulièrement ceux qui nous suivent sur nos plateformes digitales. Demain 20h, je serai là, je l'espère. Et un grand merci aux populations de Kolokani, Kenyeba et de Kassaro. Bonsoir à tous.